Juin 2025, direction l'Irlande du Nord au Royaume-Uni pour un stage de recherche de 12 semaines. Je m'appelle Clara Dubost, je suis en 5e année à Polytech Nantes en ingénierie des données et intelligence artificielle. Je fais mon alternance au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Cette année, j'ai eu l'opportunité de partir à l'université d'Ulster sur le campus de Magee, à Derry, Londonderry. J'ai intégré l'école d'informatique et de systèmes intelligents, encadrée par Michael Callaghan, un chercheur spécialisé dans les technologies immersives. Ma mission ? Développer des applications en réalité virtuelle avec Unity 3D et C#, en explorant l'IA générative. J'ai notamment créé des prototypes de jeux, dont une extension de reconnaissance musicale. Dans cette vidéo, je vais vous parler du lien avec mon projet initial, partager 2 étonnements que j'ai vécus là-bas, et vous montrer comment cette expérience a changé ma vision de ma carrière. L'année dernière, quand j'ai commencé à chercher un stage à l'international, j'avais plusieurs objectifs en tête. Sortir de ma zone de confort en travaillant en anglais, découvrir le monde de la recherche appliquée que je connaissais mal, et enfin mettre les mains dans l'IA générative concrètement. Ce stage cochait toutes ces cases. Mais je voulais aussi tester des hypothèses sur moi-même. Est-ce que la recherche pourrait m'intéresser ? Est-ce que l'international, c'était vraiment fait pour moi ? J'avais aussi une curiosité personnelle. Découvrir l'Irlande du Nord, une région dont je ne connaissais pas grand-chose à part son histoire un peu complexe. Je me demandais comment c'était de vivre et travailler dans un endroit marqué par un conflit si récent. 3 mois plus tard, j'ai eu mes réponses. Et elles ont pas mal bouleversé mes plans. Dès mon arrivée au laboratoire, j'ai été surprise par l'approche du travail. On était un petit groupe de stagiaires. Michael, notre superviseur, passait nous voir 1 fois par semaine. Entre nous, on s'organisait avec des réunions informelles et un Trello pour se tenir au courant de nos avancées. Ce qui m'a marqué, c'est qu'on nous a dit dès le premier jour, vous gérez vos horaires comme vous voulez. Si vous êtes plus productif le soir, venez plus tard. Si vous avez besoin d'une pause, prenez-la. Si vous n'êtes pas bien, restez chez vous. On nous parlait ouvertement de santé mentale, d'équilibre, vie professionnelle, vie personnelle. Personne ne vérifiait nos horaires. Un jour, Michael nous a même demandé « How are you really doing ?» Pas juste par politesse, mais pour vraiment savoir. En France, cette question, dans un contexte professionnel, m'aurait semblé un peu étrange. Là-bas, c'était normal, même attendu. J'ai aussi remarqué que les pauses café n'étaient pas vues comme du temps perdu, mais comme des moments importants pour le bien-être et la cohésion d'équipe. On prenait le temps de discuter, de décompresser, il y avait même une Switch pour jouer à Mario Kart. Personne ne regardait sa montre. Ça contrastait vraiment avec mes expériences en France où c'était beaucoup plus rigide. 9h-17h, 1 heure de pause obligatoire. Même si on prenait moins de pauses pour partir plus tôt, c'était mal vu. Arriver 1 heure plus tôt pour repartir 1 heure plus tôt, ça passait pas non plus. J'ai même eu des remarques en entreprise quand je partais à 17h pile alors que mon travail était terminé. Du coup, je me suis demandé, est-ce que c'est juste ce laboratoire ou une vraie différence culturelle ? Est-ce que ça marche vraiment au niveau productivité ? J'ai donc formulé 4 hypothèses. Premièrement, dans la recherche, on serait jugé sur les résultats et pas sur le présentéisme. Deuxièmement, ce serait une stratégie pour attirer des talents dans un secteur compétitif. Troisièmement, une différence culturelle profonde entre le Royaume-Uni et la France. Et quatrièmement, l'impact du Covid sur la prise de conscience autour de la santé mentale. Les données confirment tout ça. Sur la flexibilité, au Royaume-Uni, 28% des salariés travaillent en mode hybride, selon l'ONS. En France, c'est 26% qui télétravaillent au moins occasionnellement, selon la DARES. C'est donc assez proche. Mais, la vraie différence, c'est sur les horaires flexibles. Au Royaume-Uni, 4,2 millions de personnes bénéficient du flexi-time, c'est-à-dire la possibilité d'adapter leurs horaires d'arrivée et de départ. En France, cette flexibilité reste beaucoup plus rare et souvent mal perçue. Sur la santé mentale, l'écart est plus frappant. Au Royaume-Uni, 75% des entreprises proposent un programme d'aide psychologique pour les employés, selon le CIPD. En France, seulement 30% des entreprises offrent ce type de soutien, selon l'Observatoire de la santé mentale au travail. C'est plus du double au Royaume-Uni. Et est-ce que ça marche ? Oui ! Une étude de Stanford menée par le chercheur Nicolas Bloom montre 13% de productivité en plus
chez les télétravailleurs du Royaume-Uni. Et une étude plus récente de 2024, publiée dans la revue Nature, et menée au Royaume-Uni, montre que le télétravail hybride réduit le turnover de 33%. Un tiers de démissions en moins, sans aucun impact négatif sur la productivité. C'est donc aussi un levier pour attirer et retenir les talents, ce qui explique pourquoi tant d'entreprises britanniques ont adopté ces pratiques. D'où vient cette différence culturelle ? Le Royaume-Uni a une approche plus individualiste du travail, une tradition anglo-saxonne pragmatique. Ce qui compte, c'est le résultat. En France, on a cette culture du présentéisme héritée du modèle industriel. Être visible au bureau, c'est être impliqué. Partir tôt, même si le travail est fait, c'est suspect. Pour moi, cette autonomie a été révélatrice. J'ai pu travailler à mon rythme et produire un travail dont je suis fière. Certains jours, je restais plus tard parce que j'étais dans un flow créatif. D'autres jours, je partais plus tôt parce que j'avais besoin de prendre l'air et personne ne me jugeait. Je sais maintenant que j'ai besoin de cette confiance pour donner le meilleur de moi-même. C'est devenu un critère non négociable pour mes futurs choix professionnels. Mon deuxième étonnement, je l'ai vécu en découvrant Derry. En me promenant, j'ai été frappée par l'omniprésence de l'histoire. Des murales immenses représentant les troubles, un conflit qui a fait plus de 3500 morts entre 1968 et 1998. Des drapeaux britanniques dans certains quartiers, irlandais dans d'autres. Le Peace Badge symbolisant la réconciliation. Sur les panneaux routiers, Londonderry est souvent vandalisé avec London barré, parce que même le nom de la ville est politique. Les unionistes disent Londonderry, les nationalistes disent Derry. Certains disent Derry, Londonderry, pour rester neutre. Ce n'était pas du passé muséifié, c'était vivant, présent et parfois même clivant. Un moment m'a particulièrement marqué. Je prenais des photos près du mur You are now entering Derry quand un groupe de jeunes de mon âge m'a abordé. On a discuté et très vite ils m'ont parlé du conflit. Ça les touchait profondément alors qu'ils sont nés après les accords de paix. Ils m'ont dit qu'ils voulaient voir une Irlande réunifiée ou au moins que les tensions cessent. Ils étaient irlandais, fiers de l'être et aspiraient à la paix. Cette conversation m'a fait réaliser à quel point l'histoire ici n'est pas du passé. Elle se transmet, elle structure les identités, elle influence encore les amitiés, les quartiers où on habite, les écoles où on va. Ça m'a questionné. Pourquoi 26 ans après les accords du Vendredi Saint, cette mémoire est-elle encore si présente ? J'ai donc formulé 4 hypothèses. Ces marqueurs maintiendraient l'identité de chaque communauté. Ce serait paradoxalement un processus de réconciliation par la pluralité des récits. Le tourisme mémoriel jouerait un rôle économique et l'absence de consensus historique empêcherait de tourner la page. Les données révèlent une situation complexe. Sur l'identité, selon le Census 2021, la société nord-irlandaise est fragmentée. 32% se disent uniquement britanniques, 29% uniquement irlandais et 20% uniquement nord-irlandais. Ce qui est frappant, c'est l'évolution. En 2011, 40% se disaient britanniques. 10 ans plus tard, ils ne sont plus que 32%. Cette baisse de 8% montre une société en mouvement, où l'identité britannique recule. Et si on compte les identités combinées, ceux qui se disent par exemple britanniques et nord-irlandais, on arrive à 43% qui se sentent au moins en partie britanniques, contre 33% au moins en partie irlandais. C'est une mosaïque identitaire. Cette division se traduit concrètement dans le quotidien. Plus de 90% des enfants nord-irlandais vont dans des écoles séparées, soit catholiques, soit protestantes. Ils grandissent souvent sans vraiment connaître d'autres communautés. Et à Belfast, des peace walls, des murs de séparation entre quartiers, existent encore aujourd'hui, certains faisant plus de 8 mètres de haut, avec des portes qui ferment la nuit. En 2025, dans une ville européenne. Quand j'ai appris ça, j'ai eu du mal à y croire. Ce qui est fascinant, c'est l'ambivalence. Selon Queen's University Belfast, 68% des habitants pensent qu'il faut préserver la mémoire des troubles. Mais 52% pensent en même temps que cette mémoire maintient les divisions. Les gens veulent se souvenir, mais ils savent que ce souvenir les sépare. Cette tension est typiquement nord-irlandaise. Il n'y a pas de réponse simple. Sur le tourisme, l'économie nord-irlandaise génère plus d'1 milliard de livres, dont une part significative liée au patrimoine historique des troubles. Les murales de Belfast et Derry attirent des visiteurs du monde entier. Ce passé douloureux est aussi devenu une ressource économique. C'est paradoxal, on préserve les traces du conflit, en partie parce qu'elles font venir des touristes.
Ce que j'en retiens, c'est qu'il n'existe pas une seule façon de faire la paix avec un passé douloureux. La France a choisi le récit unifié, l'assimilation républicaine, la laïcité comme socle commun. L'Irlande du Nord a choisi la coexistence des récits pluriels, le communautarisme assumé. L'accord du Vendredi Saint de 1998 permet même aux habitants de choisir leur nationalité, britannique, irlandaise ou les deux. Aucune approche n'est parfaite, les deux ont leurs forces et leurs limites. Ça m'a appris l'humilité. Comprendre une société demande du temps et la capacité à suspendre ses propres grilles de lecture. Ce que je prenais pour acquis en France, l'unité nationale, la laïcité, le récit commun, c'est un modèle parmi d'autres, pas une évidence universelle. Cette expérience m'a rendue plus ouverte, plus curieuse des autres façons de construire une société. Concrètement, qu'est-ce que ces 3 mois m'ont apporté ? Sur le plan technique, je suis arrivée avec 0 expérience en Unity et C#. Je repars avec des prototypes fonctionnels et une vraie maîtrise de ces outils. J'ai développé notamment une extension de jeu de reconnaissance musicale avec 3 modes différents, classique, contre-la-montre et survie. J'ai dû apprendre à gérer des assets audio, à créer des interfaces utilisateurs, à optimiser les performances. C'était un vrai défi technique. Sur le plan méthodologique, j'ai découvert la recherche appliquée. Documenter rigoureusement, présenter régulièrement son travail, collaborer avec des profils variés, accepter que certaines pistes ne mènent nulle part. Cette rigueur m'a beaucoup appris. J'ai aussi appris à lire des articles scientifiques, à situer mon travail dans un contexte de recherche plus large. Sur le plan linguistique, j'ai vraiment progressé, travaillé au quotidien en anglais, présenter mon travail chaque semaine devant le groupe, discuter avec mon superviseur et les autres stagiaires, rédiger la documentation technique, tout ça m'a fait gagner en fluidité et en confiance dans un contexte professionnel. Et puis il y a l'adaptabilité, la capacité à évoluer dans un environnement multiculturel, et la confiance en soi qui vient d'avoir réussi quelque chose de difficile, loin de chez soi. Gérer le quotidien dans un autre pays, se créer une autre routine, tout ça forge le caractère. Mais surtout, ce stage a transformé la vision de ma carrière. J'ai réalisé 4 choses importantes. D'abord, j'ai besoin d'une dimension internationale. Pas forcément vivre à l'étranger pendant des années, mais des missions ponctuelles, des équipes multiculturelles, des projets qui dépassent les frontières. Cette ouverture m'enrichit autant professionnellement que personnellement. J'ai adoré cette immersion et je veux que ça fasse partie de ma vie professionnelle. Ensuite, la recherche appliquée m'intéresse. Je ne sais pas si c'est pour toute ma carrière, mais cette liberté d'exploration, cette possibilité de creuser en profondeur plutôt que d'enchaîner les projets sous contrainte, c'est quelque chose que je veux garder d'une manière ou d'une autre. Peut-être dans un laboratoire d'innovation en entreprise, peut-être dans un institut de recherche, je ne sais pas encore. Aussi, mon intérêt pour l'ingénierie des données se confirme. L'IA générative, c'était passionnant pour comprendre comment ça fonctionne. Mais ce qui m'attire vraiment, c'est l'amont, structurer les données, construire les pipelines, assurer la qualité et la scalabilité des systèmes. C'est moins visible que l'IA, mais c'est le socle sur lequel tout repose. Et enfin, l'environnement de travail compte énormément. J'ai besoin d'autonomie, de confiance, de flexibilité. Être jugé sur mes résultats et non sur mes horaires. C'est devenu un critère aussi important que le domaine d'activité lui-même. Je préfère un poste légèrement moins intéressant sur le papier dans un environnement sain qu'un poste prestigieux dans un environnement un peu toxique. Ce stage m'a aidé à clarifier ce qui compte vraiment pour moi et m'a donné la confiance pour assumer ce que je veux faire de ma carrière. Pour conclure, ce stage a été plus qu'une expérience professionnelle de 3 mois. J'ai développé des compétences techniques en Unity, C# et autour de l'IA générative. J'ai découvert la recherche appliquée et sa rigueur. J'ai appris à travailler dans une autre langue et une autre culture. Et surtout, j'ai clarifié ma vision de carrière. Mais au-delà du professionnel, j'ai découvert une région fascinante, complexe, qui m'a fait réfléchir sur des questions que je ne me posais pas. Comment une société vit avec un passé douloureux ? Comment on construit une identité collective quand les récits divergent ? Comment on avance sans oublier ? Je repars avec des compétences, mais aussi avec une ouverture d'esprit, une capacité à voir les choses autrement, à remettre en question mes évidences. Merci à l'Université d'Ulster, à Michael Callaghan pour son encadrement bienveillant, à l'IT2I Pays de la Loire et à Polytech Nantes pour son accompagnement tout au long de ce projet.